Bonjour tout le monde, alors ça fait déjà un bout de temps que vous faites du CrossFit, mais là vous commencez à voir qu'au niveau des performances, on plafonne un petit peu, les charges augmentent plus sur les barres, on réussit toujours pas à avoir notre muscle up ou notre handstand push-up par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser plus rapidement en CrossFit? Je vous donne quelques trucs ici, c'est parti. Alors, si j'avais à répondre à cette question-là à un seul mot, vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, c'est vraiment prioriser. Okay? Prioriser au niveau du temps et prioriser au niveau de qu'est-ce que vous allez faire de ce temps-là aussi. Bon, d'abord, prioriser au niveau du temps. C'est évident que si on veut progresser dans quelque chose, il faut y accorder plus de temps. Donc, différentes manières de le faire. Déjà, si vous vous entraînez 2 à 3 fois par semaine en CrossFit et que vous espérez pouvoir progresser d'une manière significative, il va falloir être patient. Je vous dirais que pour voir une belle progression, là, quand ça fait quelques semaines qu'on en fait, on parle là, de minimum 3 fois par semaine. Et je vous dirais que passer à 4 fois par semaine, ça va faire une grosse différence. Mais là, attention, je ne veux pas dire que faire du CrossFit 2 fois par semaine, ça ne sert à rien, loin de là. Moi, je parle vraiment des participants qui veulent voir une progression significative. Si vous faites du CrossFit parce que, bon, d'abord, vous voulez être en santé, vous voulez avoir une condition physique générale qui est suffisante, donc vous voulez suivre, vous voulez avoir du plaisir à travers cette activité-là, mais à l'extérieur du CrossFit, vous faites d'autres choses aussi. Vous jouez dans une ligue de garage au hockey, vous faites régulièrement du hiking, des activités sportives extérieures. C'est pas nécessaire à ce moment-là de faire du CrossFit 6 fois par semaine, on s'entend. Mais si vous voulez progresser de manière significative, je vous dirais le minimum étant 3 fois par semaine, passer à 4 fois par semaine, ça fait une grosse différence. Puis évidemment, plus on en fait, plus on risque de progresser rapidement. Tant et aussi longtemps qu'on ne tombe pas sur entraînement, puis qu'on a une planification intelligente là, qui fait que la fatigue ne va pas trop s'accumuler d'une séance à l'autre, qu'on permet au corps de bien récupérer à travers tout ça. Sinon, une autre manière qui est très intéressante de mettre plus de temps sur nos priorités, c'est de demander à notre entraîneur un programme accessoire. Et un programme accessoire, habituellement, c'est un programme d'exercice que l'entraîneur va préparer spécifiquement pour vous en fonction de ce que vous voulez travailler, que vous allez faire un 10 à 15 minutes avant vos séances de CrossFit ou après, idéalement avant. Puis bon, généralement, on parle de 2 à 3 fois. Donc 2 à 3 fois, 10 à 15 minutes dans la semaine avant les programmes d'entraînement. On prend ce temps-là pour travailler ce qui est une priorité là, pour nous dans nos entraînements de CrossFit. Et je fais une petite parenthèse ici. Que ce soit sur des mouvements de gymnastique, d'haltérophilie, de la mobilité, de la souplesse, apprendre un instrument de musique ou une nouvelle langue, peu importe le domaine dans lequel vous voulez progresser, ce sera à peu près tout le temps plus efficace de faire des petites séances courtes, mais régulièrement, même quotidiennement, si vous êtes capable. Si je prends par exemple, on va prendre le golf comme exemple. Okay? Si vous avez 700 balles de golf par semaine pour pratiquer votre élan, de faire 100 balles par jour sera toujours meilleur que frapper 700 balles le dimanche. Il y a plusieurs raisons en arrière de ça. D'abord, évidemment, si je frappe 700 balles, les premières risquent d'être bien faites. Ensuite, il y a une fatigue, autant physique que mentale, qui s'installe, qui fait que là, je commence à répéter un geste qui est moins bien fait. Donc, faire les séances plus courtes, ça garde un bon niveau d'énergie pour bien exécuter les mouvements et ne pas commencer à enregistrer là, dans notre cerveau, dans notre système nerveux, des mouvements qui sont mal faits. Ensuite de ça, au niveau de la mémoire musculaire, le fait d'avoir des plus courtes périodes entre les moments où je pratique un mouvement va faire en sorte que l'apprentissage va être plus efficace également. Donc retenez ça, que ce soit de la mobilité, que ce soit de l'haltérophilie ou peu importe, des séances courtes mais répétées dans la semaine seront toujours plus efficaces de prendre 1 heure ou 1 h 30 le dimanche et d'ensuite arrêter pendant 6 jours complets. Ça s'applique aussi au CrossFit dans le sens où si vous voulez améliorer, par exemple, vos handstand push-up et que vous attendez que le handstand push-up soit prescrit dans l'entraînement du jour, la journée que vous allez vous entraîner, ça fait que sur 2 semaines, vous allez peut-être passer un 10-15 minutes sur vos handstand push-up. Non, vous ne verrez pas de progrès à ce rythme-là. Alors à ce moment-là, de le mettre dans un programme accessoire, vous allez le répéter 3 fois par semaine avant vos séances d'entraînement, où il n'y a pas de handstand push-up, ben là, on est gagnant. Là, on a la fréquence, on fait des séances plus courtes, l'énergie est là, le geste est bien exécuté et il est répété dans le temps aussi.
c'est une formule qui est beaucoup plus gagnante. Une autre belle manière d'optimiser son temps, c'est d'utiliser les temps de repos dans nos séances d'entraînement pour travailler certaines faiblesses. Si par exemple on travaille notre force maximale au back squat, qu'on fait un 5 x 5 répétitions, les temps de repos sont habituellement un petit peu plus longs, on parle du 2 à 3 minutes. Pourquoi ne pas utiliser ce temps-là pour aller travailler par exemple la mobilité du haut du corps? La mobilité, les bras au-dessus de la tête, par exemple. Ce n'est pas des exercices qui vont me fatiguer au niveau du back squat, mais il n'y a absolument rien qui m'empêche de prendre ces 4 ou 5 périodes de repos-là de 2 minutes pour aller travailler au niveau de la mobilité du haut du corps, par exemple. Donc, une fois qu'on a priorisé au niveau du temps, que ce soit en ajoutant des séances dans la semaine, en ajoutant un programme accessoire et en utilisant mes temps de repos, maintenant, qu'est-ce que je fais durant ces périodes de temps-là? Une erreur qu'on voit fréquemment chez les participants CrossFit, c'est qu'ils veulent progresser partout en même temps. Il y a beaucoup d'éléments à aller travailler en CrossFit, que ce soit en gymnastique, en haltérophilie, au niveau de la souplesse. Si on veut améliorer en même temps nos pistol squats, nos muscle up, notre snatch, notre 500 mètres au rameur, c'est évident que en essayant de progresser à 5 endroits différents, j'accorde moins de temps à chacun des éléments-là dans ma semaine et la progression est plus lente. On suggère toujours de cibler maximum 2 éléments pendant un bon mois ou jusqu'à temps que vous ayez atteint votre objectif avant de passer à un autre objectif. Si je prends par exemple les doubles sauts, les double under à la corde, mon objectif pourrait être d'être capable d'effectuer 100 doubles sauts à la corde ou 50 doubles sauts à la corde, mais unbroken, c'est-à-dire sans s'enfarger. Un coup que j'ai réussi les 50 sans m'enfarger, là, je peux aller travailler sur un autre élément. Maintenant, il faut décider par où on commence. Okay? Parce qu'on pourrait commencer par travailler les muscle-up, on pourrait commencer par travailler l'haltérophilie. C'est là que l'entraîneur rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que vous devez regarder avec lui pourquoi vous n'êtes pas capable d'effectuer un mouvement. C'est souvent les mêmes réponses, donc je vais commencer par les bases, mais comme je vous dis, vous devez vraiment regarder avec l'entraîneur, elle est où la faiblesse, c'est quoi le maillon faible de la chaîne qui m'empêche de continuer de progresser dans tel mouvement. Numéro 1, c'est souvent une question de mobilité. Alors là, ce qui arrive avec la mobilité, c'est que j'ai beau vous enseigner la technique d'un front squat, par exemple, et de vous dire qu'il faut garder les coudes hauts. Si votre mobilité vous empêche de lever les coudes, vous ne pourrez pas progresser tant que votre mobilité ne s'améliorera pas. Et c'est pas parce que l'entraîneur le répète 50 fois dans la même séance que les coudes vont magiquement se mettre à lever. Il faut travailler cette mobilité-là au niveau de l'extension thoracique, au niveau des rotateurs dans l'épaule, par exemple, pour pouvoir continuer de progresser. Il existe plein de manières de travailler la mobilité. Encore une fois, regardez ça avec votre entraîneur, mais il y a un principe de base qui est bien important, surtout en mobilité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de répéter des séances courtes, mais quotidiennes. Donc, quelques minutes, mais le plus souvent possible dans la semaine. Ce sera toujours plus efficace que faire, par exemple, 1 heure le dimanche ou d'attendre que l'entraîneur l'inclut au tableau dans l'entraînement du jour. Une autre faiblesse là, qui me ferait plafonner ou qui m'empêcherait de continuer de progresser, c'est vraiment au niveau de la force. Des petites différences, que ce soit l'haltérophilie ou la gymnastique. Si je commence par la gymnastique, que votre objectif ultime, c'est d'être capable d'enchaîner des muscle-up, il faut revenir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est d'abord le fameux strict pull-up. On veut être capable d'effectuer au moins 6 strict pull-up avant de penser à aller travailler vers les kipping, les butterfly ou les muscle-up, par exemple. Que ce soit autant pour être capable de le faire de manière sécuritaire que d'appliquer la technique qui est enseignée par l'entraîneur. Sans cette force-là, inutile de continuer de travailler au niveau de la technique. C'est une exigence de base, là, autant que la mobilité. On pourrait parler par exemple du fameux handstand push-up. Donc à ce moment-là, je pourrais travailler mon handstand push-up de manière isométrique, c'est-à-dire prendre la position au mur et avoir comme objectif de le tenir jusqu'à 60 secondes. Avec une belle position, le corps droit, pas de banane dans le bas du dos par exemple. Ensuite, je pourrais commencer à le travailler de manière négative, donc seulement sur la descente. Okay? On dit un effort excentrique et éventuellement aller vers le handstand push-up strict, complet, et finalement le keeping handstand push-up. Okay? Donc, la force au niveau de la gymnastique est excessivement importante, principalement au niveau des tractions, donc tout ce qui est pull-up, au niveau des overhead press, donc les poussées au-dessus de la tête,
Je pourrais ajouter ça aussi, les front lever, là, qui est une espèce de mouvement où je m'éloigne de la barre, là, très efficace pour tout ce qui est kipping ou muscle up ou toes to bar par exemple. Alors ce sont des éléments de base à travailler au niveau de la force pour la gymnastique. Même principe pour l'haltérophilie, hein, la force en squat, la force en deadlift, la force en overhead press va être excessivement importante si on veut réussir éventuellement à augmenter les charges un coup que la mobilité et que la technique a été enseignée. Petit bémol au niveau de l'haltérophilie, souvent on va chercher à développer la vitesse avant la force. Donc si je prends vraiment le snatch ou le clean and jerk, l'arraché ou l'épaulé jeté, on préfère débuter avec des charges plus légères, là, autour je dirais de 60% de notre maximum, et de travailler vraiment au niveau de la vitesse, de l'explosion de la barre. Donc ça peut être avec des mouvements spécifiques avec la barre, ça peut être avec des mouvements de pliométrie, donc de saut par exemple, mais éventuellement en haltérophilie, on va passer par la vitesse avant de passer vers la force. N'empêche que ça prend quand même une certaine force de base au niveau du squat, du deadlift et des overhead press principalement. D'autres petits trucs qu'on peut vous donner aussi, là, vous pouvez appliquer directement à la prochaine séance. Premièrement, des choses, quand vous échelonnez les mouvements, et scaled les mouvements, faites-les jamais dans l'amplitude de mouvement, mais vraiment plus dans le nombre de répétitions en premier. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous avez à faire du front squat et que je vous donne un manche à balai ou une barre vide et que vous êtes capable d'exécuter un front squat complet en appliquant les critères d'exécution et de sécurité du mouvement, et que là, quand vous venez ajouter la charge, bien, vous descendez moins bas ou vous commencez à arrondir le dos d'une manière que ça devient plus sécuritaire, bien, évidemment, il faut diminuer la charge. Donc, tricher le moins possible au niveau de l'amplitude de mouvement, aller plutôt diminuer le nombre de répétitions, le nombre de rounds, de rondes par exemple, ou s'il faut diminuer la charge ou vous changer le mouvement carrément, mais essayez toujours de respecter les amplitudes de mouvement. Ensuite de ça, n'oubliez jamais de constamment travailler les bases. Okay? Les bases, c'est hyper important. Les athlètes professionnels sont des athlètes qui maîtrisent parfaitement les bases. Les bases, c'est quoi? Ben, c'est par exemple le gainage. Okay? Le fameux gainage, c'est au niveau des abdominaux, donc en avant, sur les côtés, en arrière, les fameux, on appelle ça les érecteurs du rachis, donc les muscles dans la colonne lombaire. C'est impliqué dans tous les mouvements CrossFit et c'est pas compliqué. Plus votre corps, le centre du corps est solide, plus vous allez être efficace. D'un point de vue sécurité, ça va faire en sorte que votre colonne vertébrale va rester dans une position neutre quand vous faites des mouvements statiques ou dynamiques avec ou sans charge. Mais en plus de ça, vous allez avoir un meilleur transfert de force du bas du corps vers le haut du corps. Et par exemple, quand vous faites, on va dire, un push press, vous utilisez vos jambes, vous poussez dans le sol, puis ça va jusque dans le bout des poignets, des mains pour pousser la barre au-dessus de la tête. Bien, il y a un transfert qui se fait du sol vers la barre. Et si on ne veut pas avoir des fuites de force au niveau des abdominaux, bien, ça prend un corps qui est solide. Même chose au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, la ceinture scapulaire, c'est toutes les épaules et le haut du dos, les muscles autour des omoplates, par exemple. Donc, la coiffe des rotateurs, les rhomboïdes, les trapèzes moyens, trapèzes inférieurs, etc. C'est impliqué dans à peu près tous les mouvements. Et encore une fois, autant d'un point de vue sécurité du mouvement, c'est aussi important qu'un point de vue performance. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On pourra pousser un petit peu plus loin le sujet dans les prochaines capsules. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye.